Georges Semprin, écrit en 1979. En Russie, le pouvoir politique continue d'être comme il y a 50 ans, incapable d'admettre, d'absorber la fonction critique de la littérature. Son histoire reste à faire. Un univers peu exploré, celui de 9 écrivains d'origine juive, confrontés aux nationalistes, aux germanistes et aux communistes de leurs pays respectifs. En Union soviétique, un pouvoir qui s'arroge toutes les libertés, sans n'en laisser aucune individuelle. Régenté de l'aspiration d'un écrivain, étouffer sa liberté de pensée, elle est imposée dans ses écrits. L'édification de la nouvelle société socialiste, l'éloge de la doctrine, du pouvoir, de son dirigeant surtout. Telle est la vision stalinienne de la littérature, sachant que l'Union soviétique n'admettra jamais la fonction critique de la littérature. Alors, qui sont-ils? Ces 9 écrivains juifs russes. L'insaisissable Yossif Brodsky, prix Nobel de littérature, qui à la juge lors de son procès, lui demande « Qui donc vous a fait poète ?» Brodsky répond « Mais qui donc m'a fait humain ?» Je pense que c'est Dieu. Le verdict tombe. 5 ans de goulag. Boris Pasternak nous dit en 2 vers « Être vivant, pas davantage. Vivant, c'est tout, jusqu'à la fin. » Nous donne la clé de son comportement de 20 ans de silence. Il sait que tant qu'il ne fera pas de vagues, il aura la vie sauve. La police politique ne viendra pas chez lui. La nuit, l'importuner, chercher des écrits. Tant qu'il ne fera pas de vagues, il vivra. Comme il le dit dans ses 2 vers. Il connaît un jour de 1945 une jeune journaliste, Olga Ivinskaya. Dès qu'il la voit, il devient amoureux et il sait qu'elle sera l'héroïne de son roman qui vient de commencer, qui sera titré Docteur Zhivago. Il mettra 10 ans pour écrire ce livre. 10 ans pendant lesquels il ne tiendra pas à le garder sous silence. Il convoquera quelques amis et en lire quelques chapitres. Mais, le soir, il le renfermera dans ses tiroirs. Dans le même temps, à Milan, un jeune éditeur est à la recherche d'écrivains pour éditer. Il envoie qu'un représentant à Moscou. L'agent littéraire se présente chez l'auteur. Pasternak se laisse facilement convaincre. Il sait qu'en Russie, il ne pourra pas être édité. Il enveloppe son manuscrit dans un papier journal et lui remet en lui disant « Je vous invite à mon enterrement. J'espère que le livre fera le tour du monde. » L'éditeur italien envoie le manuscrit à la traduction en français à Paris, ou des traductions en anglais à Londres et à New York, en allemand à Berlin. La fabrication du livre est lancée. Donc la CIA, qui avant de la faire, se procure un exemplaire du manuscrit en Russie et pense que l'infiltrer en Russie serait un bon vers dans le fond. Pour les diffuser en Union soviétique sans nuire à Pasternak pose un problème. Et la foire internationale de Bruxelles arrive au point. Et c'est par le pavillon du Vatican. Les prêtres bénévoles italiens du Vatican et belges pourront diffuser Docteur Zhivago en russe dans une pochette avec les prospectus des évangiles. À la fin de la foire exposition de Bruxelles, une foule de journalistes se rue au domicile de Pasternak à Moscou. Ils viennent d'apprendre par la radio que Docteur Zhivago vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Le pouvoir soviétique furieux bloque tous ses comptes en banque, mais l'éditeur que des sommes d'argent considérables à faire passer à Pasternak. Il envoie quelques millions de roubles dans des valises qui arrivent secrètement chez Olga Ivinskaya. 12 ans plus tard, Pasternak meurt d'une crise cardiaque. Et c'est là que le KGB indiable
elle attendait son heure et intervient à l'arrestation d'Olga Levitska. On la convainc et on lui dit: nous savons que ce n'est pas Pasternak, l'auteur de Dr. Zhivago. C'est vous? Regardez, nous en avons la preuve. Et on lui met sous le nez une lettre de Pasternak où il dit: ma chérie, sans toi, je n'aurais pas écrit Dr. Zhivago. C'est toi qui tenais ma plume. C'est toi qui m'a inspiré. Walter Ivinskaya, condamné à 8 ans de goulag, au bout de 5 ans, n'y tenant plus, elle écrit une lettre à Khrouchtchev, qui lui donne l'autorisation de revenir à Moscou. Un poète maudit, comparé au Rimbaud à XXe siècle. Ossip Mandelstam, sa poésie n'est pas conforme aux directives du comité central. Sa poésie est coupée de tous les liens avec le réel et dépourvue de toute idéologie socialiste. Tous ses poèmes sont interdits de publication. En 1919, Ossip Mandelstam fait la connaissance d'une jeune femme, étudiante aux Beaux-Arts, Nadejda, et deviendra son épouse. La rencontre la plus importante de ma vie, dira-t-il. Il récite ses poèmes dans des soirées littéraires. Ils sont payants et un public vient l'écouter et il gagne sa vie avec ses lectures de poésie de ville en ville. Un jour, il réussit à obtenir un logement attribué par le parti. Mais il ne se méfie pas que quand une administration soviétique délivre un logement, les espions ne sont pas loin, les mouchards non plus. Que tout propos peut être rapporté au comité central ou à la police. Il écrit ses poèmes, il en écrit un, Le montagnard du Kremlin, un portrait de Staline à peine déguisé, que tout le monde reconnaît dans sa moustache avec ses doigts d'or. Mais lui est content de son poème et il le récite à qui veut l'entendre. Et Pasternak, son ami, lui dit de se taire. Et il dit qu'il ne peut pas. Et un jour, débarque chez lui la police politique. Cherche le poème. Le poème, il ne trouve pas. Ossip Mandelstam ne l'a pas écrit. Il l'a dans sa tête. Et Nadejda l'a aussi en mémoire. Il ne trouve pas l'écrit. Alors, ils embarquent le poème. Il est enfermé dans une cellule à Moscou de la Lubyanka. Quand vient le moment de l'interrogatoire, on lui demande les écrits qu'il a pu écrire contre le régime. Il dit qu'il n'en a pas. Et on sort d'un dossier le poème dactylographié, impeccable, tel que lui l'a récité. Reconnaissez-vous en être l'auteur? Sur le papier, il voit décrit un tampon avec document terroriste. Il lit le poème, c'est bien le sien. Il reconnaît en être l'auteur parce qu'il sait que s'il le nie, la torture n'est pas loin pour le faire avouer. On lui dit, signez là, ici, le papier. Et il est condamné d'abord à 3 ans de relégation en Oural et à 5 ans de travaux forcés au Sibérie. Sur les rives de la Kolyma, en Sibérie du Nord, il n'est survivra pas. Il succombe en 1938. Nous vivons sans sentir sous nos pieds le pays. Nos paroles à 10 pas ne sont même plus ouïes. Et là où s'engage un début d'entretien, là on se rappelle le montagnard du Kremlin. Ses gros doigts sont gras comme des vers, ses mots, comme des quintaux lourds, sont précis. Ses moustaches narguent comme des cafards, et tout le haut de ses bottes, lui, une bande de chefs au cou grêle tourne autour de lui, et des services, de ces ombres d'humains, il se réjouit. L'un siffle, l'autre miaule, un autre gémit. Il n'y a que lui qui désigne et punit. Or, de décret en décret, comme des fers, il forge, à qui au ventre, au front, à qui à l'œil, au sourcil. Pour lui, ce qui n'est pas une exécution est une fête. Ainsi, comme elle est large, la poitrine de l'ossette. Une femme à la mémoire prodigieuse, Nadejda, son épouse, qui apprend tous ses poèmes par cœur, parce que la police politique les a confisqués et les a tous détruits. Et c'est elle qui va les restituer de mémoire. Il m'appartient de sauver tout cela. Les poèmes, elle avait mémorisés. Et 20 ans plus tard, elle laissera passer du temps. Elle les écrira et les fera passer aux États-Unis pour qu'ils soient diffusés et que Ossip Mandelstam soit connu. Mais aussi, elle écrira 3 livres de souvenirs avec son mari. Ces 3 livres lui apporteront la notoriété. Elle devient un écrivain à part entière. Qu'elle ne verra pas
de son vivant, mais elles seront éditées à Paris, traduites en français, et la feront connaître comme elle leur a fait connaître aussi les poèmes de Manesta. Et ces biographes retrouvent aussi par hasard, dans ses papiers, une lettre qu'elle avait envoyée à son mari. Lettre 1 ou 2 semaines avant 1938. Que l'a-t-il reçu peut-être? Est-elle revenue, cette lettre, à son destinataire? Et dans cette lettre, elle dit: Ossia, mon nom est un ami. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas si tu es en vie. Moi, Nadezhda, chaque pensée est pour toi. Chaque sourire est pour toi. Moi, sauvage et mauvaise, moi qui n'ai jamais su pleurer, je pleure, je pleure. Evgenia Ginzburg, une jeune communiste, sincère, mais un peu naïve, qui va payer les 18 ans de goulag sa naïveté. Elle est enseignante, professeure de littérature russe dans les universités, avant d'être écrivaine. C'est une communiste sincère, une communiste athée, sur l'origine juive, passée par-dessus bord. Tout commence le 1er décembre 1934, dit-elle, dans la nuit. Elle reçoit l'ordre de se rendre tout de suite au comité central. On lui tire ce langage: vous avez écrit un article dans une revue littéraire. Dans cette revue, il y a un autre article, un historien soviétique qui a écrit l'histoire de la Révolution. Du bruit? Vous connaissez cet historien? Et non, mais vous l'avez côtoyé dans la revue. Dit, c'est une relation d'écrivain, de journaliste, sans plus. Dit, oui, mais vous êtes une femme intelligente, vous êtes professeur. Vous auriez dû voir que dans l'article de cet historien, il y a des arguments qui ne sont pas conformes aux directives du comité central. Il ne trouve rien à répondre. On lui dit, vous auriez dû lire l'article et dénoncer cet historien comme pervers. Elle dira elle-même, ma plus grande naïveté a été de prouver mon innocence, parce que les convocations n'ont pas manqué de se succéder. Et lors de son procès, elle est condamnée à 10 ans de camp en Sibérie. Pendant ces 10 ans de détention, elle a connu un médecin condamné lui aussi aux travaux forcés, mais elle attendra la fin de la condamnation de son compagnon pour rentrer à Moscou. À Moscou, elle écrira 2 livres de souvenirs de ses finalement 18 ans de détention. Comment a-t-elle fait pour tenir 18 ans au goulag? Elle se réfugie dans la beauté des choses. Elle écrit elle-même, et elle est bien la seule à avoir vu la beauté féerique de la steppe du Nord, dont les autres qui en reviennent n'y ont vu que l'étendue monotone et neigeuse. Elle est bien la seule à avoir vu les baies qui mûrissent à moins 40 degrés enveloppées de neige, qui voit les poissons qui nagent dans l'eau courante sous la glace, qui apprécie un rayon de soleil sur le sol gelé, quand ceux qui en reviennent n'y ont vu que de la brume glaciale, que du brouillard. La lecture de ces 2 livres qu'elle a écrits dans sa mémoire et retranscrit à son retour, l'illumine et reflète son image de femme vertigineuse, son image lumineuse de femme qui traverse la nuit polaire sibérienne. Un homme inattendu, un politique, Lev Davidovitch Trotsky, un historien considérable. Sans les écrits duquel on ne comprendrait pas l'histoire de la Révolution russe. Prolétaire de tous les pays, éligible, on a reconnu l'appel de Trotsky. Un appel qui, s'il ne s'est pas réalisé, a pour le moins été l'un des plus criants de l'histoire. Trotsky devient le numéro 2 du régime après Lénine au moment de la Révolution en 1910. C'est lui qui organise l'armée rouge et qui la dirige. À la mort de Lénine, il se trouve en rivalité avec Staline pour la succession du pouvoir. Staline l'emporte et il n'aura de cesse que d'éliminer Trotsky.
Il le démet de toutes les fonctions administratives et l'expulse du territoire de l'Union soviétique. Trotsky, en exil, va écrire son œuvre d'historien. Mais Staline trouvera le concept de trotskiste, internationaliste, cosmopolite, deviendra d'abord une juge, ensuite un chef d'accusation. Le pouvoir politique, qui n'en a jamais assez, en rajoute. Espion au service des États-Unis, des capitalistes, ce qui devient risible vu de Paris, ou de Lure, mais dramatique, vu de Moscou, où des dizaines de milliers d'individus sont envoyés dans des camps en Sibérie du Nord. Sous cette accusation, Lev Davidovich Bronstein, qui était son nom véritable, dit Trotsky, parce qu'il avait emprunté le passeport d'un gardien du camp quand il était condamné sous les tsars à la réclusion perpétuelle. Il s'était évadé avec un passeport au nom de Trotsky. Et il avait trouvé avantageux de garder un nom qui n'avait pas de consonance juive. Trotsky, que reste-t-il de ce nom aujourd'hui? Sinon, le trotskisme décliné en trotskiste, cosmopolite, déviationniste, internationaliste, en fait, une édifiante leçon de sémantique. Un romancier, un virtuose du verbe, Vassili Grossman, celui de Vie et Destin, comparé au Tolstoï de Dérébé. La voix de Tchekhov, c'était la voix de la liberté. Essayez donc un peu de faire le tour de tous les personnages tchékoviens. Tchekhov a fait entrer dans nos consciences toute la Russie dans son énormité, des hommes de toutes les classes, de toutes les couches sociales, de tous les âges. Mais ce n'est pas tout. Il a introduit ces millions de gens en démocrates, comprenez-vous, en démocrates russes. Il a dit, comme personne ne l'a fait avant lui, pas même Tolstoï, il a dit que nous sommes avant tout des êtres humains, comprenez-vous, des êtres humains. Il a dit que l'essentiel, c'était que les hommes sont des hommes, et qu'ensuite seulement ils sont évêques, russes, boutiquiers, tatars, ouvriers. Vous comprenez? Les hommes sont bons ou mauvais, non en tant que tatars ou ukrainiens, ouvriers ou évêques. Les hommes sont égaux, parce qu'ils sont des hommes. D'Avakoum à Lénine, notre conception de la liberté et de l'homme a toujours été partisane, fanatique. Elle a toujours sacrifié l'homme concret à une conception abstraite de l'homme. Un virtuose du verbe, Isaac Babel, dont l'ultime dérapage nous conduit du sommet de la Loire à la France commune. Il sort du Luto, d'Odessa, là où il est né. Il est jeune marié, il veut gagner sa vie, il veut être journaliste. En 1920, c'est le comité central qui gère la presse et demande une place de journaliste. Toutes les places sont prises. Une place est libre, qui est chargée par Trotsky de reconquérir les plaines d'Ukraine que les Polonais occupent indûment. Mais il réfléchit et se dit que la place est inaccessible à un juif auprès des Cosaques qui sont réputés antisémites. Il décide de prendre un pseudonyme, un nom russe, Kirill Lyotov, et le voici à cheval sur les plaines d'Ukraine en habit de Cosaque à la conquête des territoires de l'Ukraine. Et c'est là qu'il dit, un juif qui grimpe sur un cheval n'est plus un juif. Il devient un russe. Et lui devient un russe. Il écrit des articles comme les exploits, il valorise tous les faits d'armes des Cosaques. Donc il est conteur, il en fait des épopées. Quand il se retrouve seul dans sa chambre, il déverrouille son style d'écrivain russe. Il redevient celui qu'il est. Il écrit son journal intime. Et il l'écrit toute sa douleur de voir comment les familles juives sont étonnées de voir des Cosaques arriver au nom de l'armée rouge pour les libérer des Polonais qui les massacraient dans les pogroms, et avant eux, les Russes blancs qui eux-mêmes les maltraitaient. Ces Cosaques qui organisaient des pogroms au temps de l'Empire des Tsars. Quand les autres journalistes découvriront que le signataire des reportages était finalement Isaac Babel,
ils ne manqueront pas leur critique. Mais Isaac Babel a cette chance, c'est que Maxime Gorky, en sa défense, il édite Cavalerie Rouge, qui a un grand succès en Union soviétique, qui est le livre que le pouvoir attendait. Mais Gorky, empoisonné par Staline, quelques années plus tard, Isaac Babel n'aura plus personne pour le défendre. Et c'est ce qui arrive. Isaac Babel, du sommet de la Loire, chute jusqu'à l'arrestation. Ayant des amis intellectuels français, on l'accuse d'espionnage au profit d'un pays étranger, la France, et d'un complot. Il organise ça avec André Malraux pour assassiner Staline. À la suite de cette accusation, le procès tombe en 20 minutes, condamné à mort. Il est exécuté. Je suis un écrivain russe. Si je ne vivais pas dans le peuple russe, je cesserais d'être un écrivain. Je serais comme un poisson, hors de l'eau. Il y a Ehrenmoor qui confie à ses amis français le passage en URSS. Nous autres, écrivains soviétiques, si nous sommes encore en vie, c'est que nous sommes les plus grands acrobates du monde. Du reste, un ami lui dit avant d'être arrêté à son tour: vous êtes Ilya Ehrenmoor, une espèce rare de notre faune littéraire, un pigeon jamais touché, c'est moins sûr. Ilya Ehrenmoor, en 1917, est journaliste. Il est dans les régions qui sont tenues par les Russes blancs. Il est considéré comme bolchevique et mis en prison. Il arrive à s'en sortir. Et quand il se trouve sur le territoire de la Russie soviétique, venant des régions de la Russie blanche, il est mis en prison comme un espion à la solde de Génian, qui fait appel à Boukharine sur la vie, qui le sort de là. Il est numéro 4 du parti. Mais Boukharine lui dit qu'il faut se faire oublier. Il l'envoie en mission faire des reportages, justement, dans les capitales européennes, à Paris, à Berlin, où il se fera des amis avec les intellectuels français, comme Aragon, Elsa Triolet, mais aussi de la gauche intellectuelle, comme André Malraux, André Gide, Romain Rolland. Et Staline se servira de lui pour l'envoyer en délégation à un mouvement pour la paix. Il se tiendra à Paris. Ainsi, Ilya Ehrenmoor comprend qu'il est l'otage du pouvoir. Sa fille Irina, en classant ses papiers, ses archives après la mort de l'écrivain, trouve dissimulé au milieu de ses dossiers un petit papier qu'elle déplie. Et elle lit un quatrain qui n'a jamais été publié. Son quatrain, le voici. On nous appelait les intellos. Honteux, nous courbions le dos. Nous nous taisions pour oublier que nous savions jadis penser. Dans l'Ancien Régime, sous les tsars, ils étaient les Juifs, assignés à vivre dans des ghettos. Ils étaient victimes des pogroms. Ils ont cru, en 1917, aux promesses de la Révolution, d'être des citoyens soviétiques à part entière. Sur l'ère stalinienne, ils étaient restés les Juifs. De surcroît, on les dénommait les Juifs. Leur papier d'identité oblitéré d'un tampon juif, afin que nul ne l'ignore. Les moins dociles étant fusillés ou déportés. Pour fuir cette situation intenable, il leur faudrait quitter le pays, vivre en écrivain, exilés, déracinés, ce qu'ils refusent, tant ils sont attachés à cette terre russe de leur naissance. Il leur faut donc vivre en tant que communistes, délestés de leur judaïsme. Ils n'auront d'autre choix que de se taire, ou de trouver des compromis avec le pouvoir. Des compromis sans se dégrader, sans tomber dans la complaisance, jusqu'à un certain point, pour sauver leur vie et leurs œuvres. Jusqu'à un certain point, mais assez loin tout de même, pour sauvegarder leur droit de franchir les frontières et ne pas se faire enfermer à leur retour comme espions au service d'une nation étrangère. Assez loin tout de même, pour mettre en garde le pouvoir des abus qu'ils commettent et en limiter quelques-uns. Sachant que chacun de leurs livres, le sens détourné, peut constituer une accusation, que chaque mot écrit ou prononcé, même devant des amis les plus sûrs, peut être rapporté par un mouchard ou par des micros.
est passible de sanctions les plus sévères à leur encontre, qui peuvent aller des critiques diffamatoires aux interdictions de publication, jusqu'à la condamnation à mort ou la déportation en Sibérie du Nord. Eux qui rêvaient de vivre une vie intellectuelle et sans contrainte, qui avaient la chance d'avoir une jeunesse à l'aube d'un nouveau siècle, le 20e et 1917, un nouveau pays, l'URSS, prometteur d'un régime inédit, la promesse d'un monde socialiste meilleur. Ils vivent la dictature stalinienne au XXe siècle. Ils décrivent un siècle à la fois maudit et passionnant. Ainsi, leur apparaît cette évidence que sur cette terre russe aimée, leur patrie soviétique, c'est ça, être juif.